Bien, d'abord je vous remercie également de m'avoir invité à parler de mes recherches et plus particulièrement donc, à parler du Pakistan. Par quoi commencer donc merci également de m'avoir présenté. Alors c'est vrai que j'ai eu un parcours, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où les gens partent, donc qui a évolué. En fait je suis parti de l'histoire contemporaine et finalement je suis arrivé à l'anthropologie. Officiellement aujourd'hui je suis anthropologue, mais je m'intéresse surtout à l'anthropologie historique et si je veux être plus précis à l'anthropologie historique du religieux. Donc mon terrain effectivement c'est l'Asie du Sud, le Pakistan et l'Inde et même une zone frontière entre les deux, bon, en gros de Karachi au sud du Pakistan à Bombay, Mumbai, donc qui se trouve dans la partie occidentale de l'Inde. Aujourd'hui donc ce que je vais faire c'est de répondre à un défi, c'est-à-dire à parler de ce qui est écrit dans le titre, mais en m'inspirant particulièrement, comme vous l'avez dit, bon, d'un livre que j'ai publié en 2015. Et dans ce livre, mon objectif était un peu d'apporter un éclairage nouveau sur le Pakistan. Alors c'est un pays dont on parle beaucoup à intervalles réguliers, mais toujours pour la même raison, qui est évidemment la violence et le radicalisme islamique. Par exemple, c'est un pays qu'on entend beaucoup citer par rapport au parcours de terroristes, même qui ont perpétré des attentats en France ou ailleurs, mais rarement autrement. Alors, bon, la violence, ce n'est pas le centre de mon propos aujourd'hui, mais j'en parlerai évidemment puisqu'elle existe au Pakistan. Bon, même si là aussi il y aurait des précisions à apporter en termes de localisation, en termes de périodisation et autres. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de voir ce qu'un regard, une perspective anthropologique peut apporter à la compréhension de ce pays, mais plus particulièrement à la compréhension du rapport qui est entretenu par les Pakistanais entre, en gros, le politique et le religieux. Donc c'est évidemment un sujet très vaste et je vais essayer d'exposer les principales questions qui sont posées, les principales réponses, bien sûr, auxquelles je suis arrivé au cours de mes recherches passées. Alors, le Pakistan n'est pas forcément très connu ici, et plus particulièrement et également en Europe occidentale. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire quand même une espèce de mise au point historique, pas pour parler de l'histoire et surtout pas à long terme, mais parce que je crois que pour le Pakistan en particulier, mais je suis prêt à accepter des contradictions, les conditions de sa naissance, alors ce que Michel Foucault appelle les conditions de possibilité du Pakistan, ont été déterminantes pour la suite. Mais et si on veut résumer, en fait, même parmi ceux qui ont été à l'origine de la création du Pakistan, il y avait une sorte de malentendu, ni plus ni moins, et même de plusieurs malentendus. Nous sommes donc dans une ère culturelle qui est l'Asie du Sud, qu'on appelle aussi sous-continent indien. Et pendant une longue période, ce sous-continent indien, aujourd'hui qui correspond avec 7 États indépendants, donc je les énumère, le Pakistan, le Népal, l'Inde, le Bhoutan, le Bangladesh, Sri Lanka et les Maldives. Alors à certaines périodes de la colonisation britannique, il y a la Birmanie qui a été attachée, il y a même l'Afrique orientale qui était administrativement rattachée à l'Inde, mais on s'en tient au sous-continent proprement dit. Et donc les Britanniques, bon, ils arrivent, ils commencent à coloniser le sous-continent à partir du milieu du 18e, enfin je passe sur les détails, c'est vraiment le début de l'expansion territoriale britannique
au milieu du XVIIIe siècle, et jusqu'à cette date, et ce depuis le XIIIe siècle, le sous-continent indien, donc ce qu'on appelle l'Inde avant 1947. L'Inde, c'est le sous-continent indien avant 1947. Eh bien, cet espace a été largement dominé par des dynasties musulmanes. Les musulmans sont arrivés dans la région au début du 8e siècle. Progressivement, ils sont arrivés à partir de la vallée de l'Indus, puis après ils sont allés vers la plaine du Gange. Mais dès la fin du XIIe siècle, en fait, il y a la création d'un premier État musulman centré en Inde qui s'appelle tout simplement le sultanat de Delhi, puisque la capitale c'est Delhi. Donc, fin du XIIe, début du XIIIe, et jusqu'à l'arrivée des Britanniques au milieu du XVIIIe, vous l'imaginez très résumé ce que je dis, mais il y a quand même une prépondérance musulmane sur le plan politique. Il y a le sud de la péninsule qui échappe au contrôle musulman, et à partir du XVIe siècle, là, il y a une dynastie musulmane qui prend le pouvoir, les Moghols, et qui va donc dominer à une époque, à son apogée, à la fin du XVIIe, quasiment tout l'espace de ce qu'on appelle le sous-continent indien. Et en fait, ce sont d'ailleurs contre eux, principalement, que les Britanniques vont combattre. Bon, l'empire moghol va à son tour décliner, mais toujours aujourd'hui, c'est considéré la culture moghole un peu comme une apogée de la culture indienne, de la civilisation, dans le Taj Mahal, qui est un des monuments les plus connus, donc c'est un monument de l'architecture moghole. Bon, il y a aussi toutes les miniatures, etc. Mais, donc, en tout cas, il y a un déclin qui concerne cet empire, en particulier au XVIIIe, peu avant l'arrivée des Britanniques. Il est fragmenté, bon, il y a des invasions de Perse et d'Afghanistan qui contribuent à le fragiliser, mais en tout cas, les musulmans restent prédominants au niveau politique, et d'ailleurs, lorsque les Britanniques livrent les grandes batailles au milieu du XVIIIe, ce sont contre des coalitions dirigées par des rois musulmans, dont l'empereur moghol, donc qui sont vaincus, et ça va être le début de l'expansion britannique. Cependant, les musulmans n'ont jamais été majoritaires dans le sous-continent indien. Donc à partir du 18e milieu jusqu'en 1947, c'est la période de domination britannique, coloniale britannique, sur toute l'étendue du territoire. Et les Britanniques organisent des recensements qui incluent la religion à partir de 1871, des recensements décennaux, et approximativement, les musulmans représentent environ 25% de la population totale, un quart. Mais alors, quand on donne des statistiques comme ça, évidemment, après, ça dépend beaucoup selon les régions. Il y a des régions où ils sont majoritaires, il y a des régions où ils sont minoritaires, si ce n'est où ils ne sont pas du tout représentés. Quoi qu'il en soit, donc, ces musulmans ont exercé le pouvoir politique pendant longtemps dans le sous-continent indien, et à partir de la fin du 19e, bon, quand c'est une période de développement du nationalisme, bien sûr, en Europe, mais également avec des échos dans ce continent indien, finalement, les musulmans, et c'était les représentants de l'élite, c'est-à-dire soit des princes, soit des grands marchands qui étaient à la tête de réseaux commerciaux très importants, ou des grands propriétaires fonciers, voit le développement du nationalisme indien, en particulier à travers le parti du Congrès, celui que Gandhi dirigera. Donc c'est un parti séculariste, mais il commence à penser que si les Britanniques cèdent du pouvoir à ce parti qui est séculariste, mais évidemment dominé par des hindous, puisque les hindous sont majoritaires dans le pays,
Donc, ils s'interrogent sur leur devenir en tant que musulmans, sur la protection de leurs droits spécifiques, de leurs croyances spécifiques, de leurs traditions spécifiques, etc. Tant et si bien qu'au début du XXe, en 1906, ils décident de créer un mouvement, alors parti politique, bon, c'est un peu exagéré de le nommer comme ça à cette époque. Hein. Donc il y avait le Parti du Congrès qui avait été fondé en 1884 et les musulmans forment leur propre groupe politique, si on veut, en 1906 qu'ils appellent la Ligue musulmane. Les gens surtout qui fondent la Ligue musulmane, c'est des musulmans du Nord et des gens qui appartiennent à la culture de cour des Moghols. Bon, au Bengale, il y avait un Nawab, un roi du Bengale, musulman également. D'ailleurs, la Ligue musulmane, elle est fondée à Dhaka, donc au Bengale. Et ce sont donc des gens des hautes classes qui commencent à discuter comment faire valoir leurs droits spécifiques auprès des Britanniques en particulier. On considère que ça, c'est le début d'un mouvement nationaliste musulman, même si l'idée de la Sion, là encore, c'est une sorte d'anachronisme de l'employer tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mais ceci dit, même le Congrès fondé en 1884, le nom c'est Indian National Congress. Donc on emploie déjà un adjectif qui vient du mot nation. C'est un autre débat. En tout cas, la Ligue musulmane, elle parvient à obtenir des sortes de concessions des Britanniques. Alors évidemment, ils ont comme devise diviser pour régner, divider et impérer. Et donc, bon, pour eux, c'est bien parce qu'il y a un nationalisme qui se développe dans le Congrès, mais qui est d'ailleurs assez radical. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il y a eu même une forme de terrorisme perpétré par une aile particulière du parti du Congrès. Il y a eu des attentats qui ont été... Bon, c'est la grande période des attentats anarchistes en Europe, la fin du XIXe siècle et autres. Donc, bon, les intellectuels indiens étaient très au courant de ce qui se passait en Europe et même ils venaient relativement souvent en Europe. Bref, donc les Britanniques, ils voient un peu l'espèce de contre-pouvoir à ce parti du Congrès qui commence lentement à se faire entendre, mais il n'y a pas encore Gandhi, d'ailleurs, dans cette phase, il est toujours en Afrique du Sud. Donc, oui, les musulmans de la Ligue, au début, sont vraiment des membres de l'élite, et en général, ils viennent de l'Inde du Nord, enfin, de l'actuelle plaine, voilà, là on a Delhi, je ne sais pas si on voit là, oui, Delhi, ça c'est la plaine du Gange, c'était vraiment le centre du pouvoir musulman, donc tous les gens qui commencent à fonder la Ligue, ils sont de cette région, ou bien, comme je l'ai dit, bon, aussi du Bengale, ici, qui était également une autre province où les musulmans étaient nombreux. Finalement, bon, à une époque où les Britanniques veulent faire participer les Indiens au gouvernement, le nom officiel c'est gouvernement, mais le vrai mot plus pertinent c'est l'administration du territoire. Donc, bon, ils retiennent des sièges à une assemblée législative, donc ils n'ont aucun pouvoir réel, mais ce n'est pas le propos. Donc, ils réservent des sièges pour les musulmans, donc ils font des élections séparées pour les musulmans. Bon, on n'entrera pas dans les détails de comment on va arriver à la naissance du Pakistan, mais seulement ce qui est important, c'est que les gens, les fondateurs de la Ligue musulmane, eh bien, ce n'étaient pas des spécialistes religieux. Ce n'étaient pas des gens qui connaissaient les relations historiques, scripturaires par rapport au texte sacré, du politique et de l'islam. C'était des musulmans, d'ailleurs plus ou moins pratiquants. Il y a un très grand nombre d'écoles musulmanes en Inde, ne serait-ce que sunnites chiites. Les chiites représentent un groupe important. Donc voilà, donc ils pratiquaient individuellement la religion, mais ce n'étaient pas du tout des spécialistes de théologie islamique. Nous y reviendrons. Et ce qui fait que
se développe l'idée qu'il y a une nation musulmane. Ça, c'est un tournant donc, quand ce qu'on appelle la théorie des deux nations est exposée. Donc, il y a une nation musulmane et une nation hindoue en Inde, donc, qui sont en fait incompatibles. Évidemment, si on parle de nation, donc on parle, alors pas d'État dans un premier temps, mais en tout cas de territoire autonome ou distinct d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment très tardivement, bon là j'ai déjà trop parlé avant le Pakistan, donc je ne vais pas développer plus, mais c'est très tardivement qu'on arrive à l'idée d'un État séparé du reste de l'Inde. Donc, bon, négociation entre trois partis, les Anglais, le Parti du Congrès et la Ligue musulmane, qui dure, ça commence dans les années 30, on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente, et finalement, donc, on arrive à ce qui est connu dans le sous-continent indien sous le nom de partition, c'est-à-dire la séparation du Pakistan d'un côté, qui est officiellement la nation pour les musulmans de l'Empire britannique des Indes, et l'Inde, elle, bon, qui va être dirigée très longtemps par le Parti du Congrès, donc qui est un parti séculariste, mais dominé par les hindous, par la force des choses, vu qu'ils sont largement majoritaires dans l'Empire. Alors, on a des témoignages sur cette période, puisque comment a été décidée la création du Pakistan, sur quelle base? Parce que c'est bien de la créer un État pour les musulmans de l'Empire, mais sur quelle base? Et au cours des négociations, il a été décidé qu'en fait, c'était les unités administratives de l'Empire britannique des Indes, où les musulmans étaient majoritaires, qui constitueraient le Pakistan. On a dit que les Britanniques, depuis 1871, ils menaient des recensements. Donc le dernier, c'est 41, mais il a été partiel, on a pris celui de 31, 1931. L'Empire britannique des Indes, il était divisé en deux types d'unités administratives. Les territoires administrés directement par les Britanniques, souvent on les appelait présidences. Il y avait la présidence de Bombay, la présidence de Madras. Bon, il y avait aussi les provinces du Nord-Ouest, les provinces centrales, les provinces unies. Et puis, à côté de ça, il y avait les États princiers. Un État princier, c'est un territoire où le prince a négocié avec les Britanniques, donc il n'a pas été conquis par la force, et donc les Britanniques l'ont laissé subsister. Évidemment, c'est une coquille vide, mais le prince, il peut avoir sa cour, mais il n'a aucun pouvoir. Mais il reste officiellement prince. Il y en a presque 600 de taille. Il y en a, un État princier, ça peut être 3 villages, ou ça peut être comme l'État de Hyderabad dans le sud de l'Inde, je ne sais plus combien il faisait, ou même le Cachemire, mais pas grand comme la France, mais pas loin. Donc il y a une très grande variation. Et donc c'est sur cette base, les recensements ont été menés dans toutes ces unités, que le territoire du Pakistan va être défini. Donc, on se retrouve, c'est la carte de gauche, en fait avec un Pakistan en fonction du poids numérique des musulmans, ce qu'il faut qu'il soit majoritaire. Mais ça peut être 50,1%. On se retrouve avec ce découpage. Alors, d'un côté, on a ce qui est appelé Pakistan occidental. En gros, c'est la vallée de l'Indus, qu'on ne voit pas, mais bref, la partie occidentale. Et puis, à 2000 km de distance, à l'est, on a le Pakistan oriental, en fait, qui est le Bengale oriental. Parce qu'il y a deux provinces qui vont être coupées entre l'Inde et le Pakistan. Il y a à l'ouest le Pendjab, donc pakistanais et indien, et à l'est le Bengale, indien et pakistanais. Donc voilà le territoire du Pakistan qui est donc coupé en deux, mais en tout cas c'est de cette façon que le Pakistan est proclamé indépendant. Bon, il y a une domination du Pakistan occidental, puisque déjà la capitale, il est décidé qu'elle sera à Karachi, donc qui est là
ville natale du fondateur, du père fondateur du Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Et bon, à partir de là, il faut signaler qu'il y a une migration de musulmans indiens après 1947, et surtout de ces provinces du Nord, pour la région de Delhi, qui émigrent au Pakistan, plusieurs millions. Et il y a aussi une migration d'hindous et de sikhs du Pakistan en Inde. Et bon, c'est la même chose du côté du Bengale. Alors, le Bengale, très vite, lui, il a une population homogène de Bengalis. Parce que du côté pakistanais, il n'y a pas une homogénéité des populations. Il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs langues qui sont parlées. Et il y a une langue qui était, depuis le 19e siècle, devenue la langue véhiculaire des musulmans indiens, en fait, surtout ceux du nord de l'Inde, c'est l'ourdou. Mais en fait, aucune population pakistanaise n'a l'ourdou comme langue maternelle, excepté les musulmans qui ont migré en 1947 de la région de Delhi. Eux, l'ourdou, c'est leur langue maternelle, mais ils sont une infime minorité et nonobstant, donc l'ourdou devient la langue officielle du Pakistan. Bon, une des raisons, c'est que personne n'était d'accord pour en choisir une autre. Et c'est vrai qu'il y avait quand même un héritage historique d'écrits nombreux, religieux et autres, qui avaient été composés en ourdou par de grands penseurs musulmans depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, depuis 1947, bon, les gens de l'aile orientale, donc Bengale, les Bengalis, ils se trouvent exclus. Ils demandent qu'on reconnaisse le bengali comme langue nationale, c'est refusé. Et jusqu'au jour, là je fais un saut dans l'histoire, mais donc à la fin des années 60-70, on prépare de nouvelles élections. Bon, et finalement, c'est un parti du Bengale qui gagne les élections. Donc, ce qui veut dire que théoriquement, il va exercer le pouvoir. Les Pakistanais de l'Occident refusent, donc guerre civile. Les Bengalis sont soutenus par l'Inde. Vous connaissez la fin, 1971, indépendance du Pakistan oriental sous le nom de Bangladesh. Alors ça, c'est très dur. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que l'idéologie fondatrice du Pakistan, l'islam, est remise en cause et avec succès. Parce que les gens du Bangladesh, ils ont fait passer leur identité de Bengali avant leur appartenance à l'islam. Ils ont proclamé l'indépendance du Bangladesh, donc sur des bases ethniques, qu'ils ont fait passer avant leur appartenance religieuse. Et bon, très souvent d'ailleurs, au Pakistan, on appelle ça la deuxième partition. Après la première, on l'appelle la deuxième partition. Donc, de nos jours, le Pakistan, c'est la carte de droite, ancien Pakistan occidental, 850 000 km², 200 millions d'habitants. La majorité de la population, non pardon, la moitié, un peu plus de la moitié, elle est Punjabi. Donc, d'ailleurs, très vite, la capitale est déplacée de Karachi, qui était à l'extrême sud, c'est un grand port ici. Elle est montée dans le Punjab. Bon, au début, ça va être Rawalpindi, puis on va construire une ville nouvelle à côté de Rawalpindi, qu'on va évidemment appeler Islamabad. Et depuis, donc c'est là que se trouve la capitale du Pakistan. Et il y a... Alors bon, ils sont numériquement majoritaires, les Punjabis, mais il y a donc une mainmise des Punjabis sur la politique et l'armée en particulier, et beaucoup d'autres groupes. Alors, à part les Punjabis, il y a surtout les Sindhis au sud-est. Ensuite, il y a les Baloutches au sud-ouest. Et à l'ouest du Pendjab, bon, il y a les Pashtuns,
donc ce qu'on appelait avant la province frontière du Nord-Ouest et qui maintenant depuis quelques années s'appelle Khyber Pakhtunkhwa, donc la province des Pachtounes, des Pashtuns. Donc les autres ethnies, à part les Pendjabis d'ailleurs, parlent de Punjabistan, que c'est pas le vrai Pakistan, que les Pendjabis donc, ont la main mise sur le système politique et autres. Alors j'en reviens à la création du Pakistan. Donc on a vu que même l'idée d'abord de la nation musulmane puis du pays, elle est née au sein de gens qui n'étaient pas des spécialistes religieux. Alors si j'ai insisté là-dessus, pourquoi? Parce que le 14 août 1947, quand le Pakistan proclame son indépendance, il y en a beaucoup des gens de la Ligue musulmane qui commencent à se demander c'est quoi un État musulman? C'est quoi, alors bon, là le terme n'était pas forcément utilisé, mais une république islamique, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire de fonder un État musulman, un État pour les musulmans? Alors déjà avant, il y avait des intellectuels, avant 1947, donc c'était l'Inde, musulmans indiens qui avaient des réponses. Et en particulier, il y en a un qui s'appelle Maududi, qui est un des plus grands penseurs musulmans islamistes du XXe siècle, qui a beaucoup écrit, qui a été traduit dans toutes les langues. Ah, donc lui, il avait une réponse, une république islamique, c'est une république où les gens vivent selon les préceptes du Coran appliqués à la lettre, et il n'y a pas d'autre, donc c'est une théocratie. Alors au début d'ailleurs, Maududi, il rejette le Pakistan, parce que le Pakistan tel qu'il est créé, comme on va le voir, c'est pas une théocratie. Donc, dans les premiers temps, Maududi, parce qu'il était justement du nord de l'Inde, de la région de Delhi, il rejette l'idée du Pakistan. Puis finalement, il va changer d'avis, il va émigrer au Pakistan et fonder donc un parti qui est donc aujourd'hui un des partis politiques, religieux les plus importants. Mais pour ceux, donc les dirigeants de la Ligue musulmane, c'est vraiment une question, et là encore on a des témoignages très clairs là-dessus. Enfin, bon, si j'exagère, je vais dire ils ont presque eu peur, quoi. Ils étaient au pied du mur. Comment on fait? Comment on fait? Parce que du côté indien, où le Parti du Congrès avait toujours proclamé le sécularisme, en fait, ils ont pris la continuité du système britannique. D'ailleurs, même les unités administratives, elles n'ont pas été changées avant les années 60, à la présidence de Bombay, etc. Bon, là, c'était différent. Et ceci dit, il y avait une autre difficulté, c'est qu'au Pakistan, il fallait créer un État de toutes pièces. Parce que l'Inde, parce que les Anglais, bon, au début c'était Calcutta, la capitale de l'Empire, puis ils l'ont transféré à Delhi. Donc à Delhi, il y a eu une forme de continuité. Au Pakistan, il fallait tout créer. Alors je parle d'un système politique, mais même en termes financiers. Hein, il fallait, bon, alors il y a eu des arrangements avec l'Inde à cette époque, mais donc c'était vraiment... Alors, quand on en vient à cette question, donc, il faut revenir à celui qui est considéré comme le père fondateur du Pakistan, Jinnah, parce que vraiment on peut, bon, tous les pays ont des paradoxes, mais je pense que le Pakistan en cumule un certain nombre, parce que le fondateur du Pakistan, il n'y avait personne de plus sécularisé que lui. Vous ne le verrez jamais autrement qu'en costume 3 pièces. Il était avocat de formation, il ne s'exprimait quasiment qu'en anglais. Et moi, j'ai assisté à des débats au Pakistan entre collègues universitaires pakistanais pour savoir s'ils parlaient l'ourdou, s'ils connaissaient l'ourdou. Bon, il était... Jinnah, il était né à Karachi, mais sa famille était originaire du Gujarat, donc sa langue maternelle c'était le Gujarati. Il était indien, évidemment, mais il a en tout cas, il ne s'exprimait qu'en anglais, et il avait fait ses études à Bombay, puis à Londres, vous direz, comme Gandhi d'ailleurs,
Vous savez que leur famille est originaire de 2 villages du Gujarat qui sont à 25 km de distance environ. Oui, donc Jinnah, le père fondateur, s'il y en a un qui n'avait guère d'idée sur ce que pouvait être un État musulman, un État pour les musulmans, c'était lui. Et dernier détail, lui-même, sa famille, bon, il était très peu religieux, mais sa famille était issue d'une secte, au sens anglo-saxon. Enfin, je ne sais pas ce qu'en France, on parle de secte, c'est toujours très péjoratif, donc moi j'en parle au sens de notre ami Max Weber, bien sûr. Bref, oui, d'une secte minuscule, minoritaire, chiite, en fait, les Ismaéliens. C'était un Khoja ismaélien, Jinnah, donc une secte minoritaire qui était considérée comme non musulmane par de nombreux oulémas. Donc, c'était pas lui qui pouvait répondre, même si on se réfère au premier discours qu'il a fait, puisque lors de l'indépendance du Pakistan, il est devenu le gouverneur général, le Premier ministre, mais pas pour longtemps, quelques mois, parce qu'il était déjà très malade de la tuberculose, et donc en fait il meurt très vite, en 1948, la même année que Gandhi. Mais lui, Jinnah, ne sera pas assassiné comme l'a été Gandhi. Alors, donc, tout d'abord, on va voir quels sont les cadres institutionnels du rapport du religieux et du politique, puis ensuite on verra les interactions à différents niveaux du religieux et du politique, mais également, quand même, il faudra donner un éclairage plus sociologique, parce qu'une des grandes questions, et donc c'est une question quand on étudie un pays comme le Pakistan, c'est, comment dire, la relation avec ce qu'on appelle le religieux et le sacré, et la sacralisation d'un certain nombre d'institutions qui n'ont en principe rien de religieux, mais qui sont sacralisées, et donc c'est difficile souvent de distinguer les deux. Donc un dernier mot sur le Pakistan en général, parce que ce qui frappe, évidemment, c'est au Pakistan, bon, la grande diversité en termes d'ethnie et de langue, on l'a vu. Alors, en termes de religion, là c'est un peu plus compliqué, mais le dernier recensement officiel, il a été fait en 1998, donc il commence un peu à dater. Et si on n'arrive pas à mettre en place le nouveau, c'est à cause des enjeux entre les Pendjabis, les Moadjir, les Sindhi, etc., etc., etc. Mais en tout cas, pour ce qui est des religions, donc en 1998, c'est la répartition officielle. Donc 95% de musulmans, évidemment, il n'y a qu'une catégorie de musulmans. Ensuite, 1,5% d'hindous, 1,5% chrétiens, 2% de... Alors, personnellement, moi je doute de la véracité de ce recensement, c'est-à-dire en particulier, je pense que les minorités religieuses sont beaucoup plus importantes que ce que les recensements indiquent. Parce que si vous mettez par exemple les hindous à 1,5%, ça fait quoi? 3 millions, 2,5 millions? Et bon, je sais pas, vous promenez dans une province comme dans le Sindh, ça paraît vraiment en deçà. En tout cas, nous, on travaille quand même avec ces statistiques. Et puis évidemment, 95% de musulmans, on le verra plus tard, il y a une grande diversité au sein de l'islam, même si les sunnites sont de toute évidence majoritaires. Donc, les fondements islamiques et le cadre institutionnel. Alors, ce qu'on va voir d'abord, on va s'arrêter un peu sur les discours de Jinnah, parce que c'est quand même des discours fondateurs, même s'il faut préciser que le Pakistan est fondé en 1947, mais il ne se dotera d'une constitution qu'en 1956, et depuis, il en a eu 2 autres. Donc, aujourd'hui, c'est la 3e constitution qui est en vigueur, celle de 1973. Bon, il n'y a pas eu de changement majeur non plus entre elles.
Mais jusqu'en 1956, donc le Pakistan n'avait pas de constitution. Bon, il y avait des textes qui seront d'ailleurs utilisés comme une sorte de préambule dans la Constitution de 1956. Mais donc les discours que fait Jinnah, à l'Assemblée constituante en particulier, jouent un rôle important, d'autant plus qu'ils donnent quand même des sortes d'orientation sur ce que pourrait être le texte constitutionnel. Alors en réalité, ce qu'établit Jinnah dans ses discours, on peut appeler ça une forme de sécularisme. Puisque donc on a la reconnaissance et la protection de la part de l'État des minorités religieuses et également, dans la première partie du discours, Jinnah il insiste même sur la grande diversité donc, de la catégorie musulman, puisqu'il cite pêle-mêle Pathan, Punjabi, donc c'est des ethnies, Shia, Sunni, donc c'est des écoles de l'islam. Oui, donc finalement, ce qu'il dit dans le discours, c'est qu'il y a autant une diversité au sein des musulmans qu'au sein des hindous. Et par ailleurs, donc il dit, et là il s'adresse évidemment aux hindous également, vous êtes libres d'aller dans vos temples. Et bon, la dernière phrase est évidemment importante lorsqu'il dit « Vous pouvez appartenir à n'importe quelle religion, caste ou croyance, donc cela n'a rien à voir avec les affaires de l'État. » Donc c'est quand même évidemment difficile de ne pas y voir une forme de sécularisme. Alors, avant l'adoption de la Constitution en 1956, en fait, très vite, il y a des mouvements fondamentalistes pakistanais, et en particulier celui fondé par Maududi, la Jamaat-e-Islami, qui, eux, sont partisans d'un État théocratique, qui vont développer une agitation, quand on dit une agitation, c'est faible, qui va être violente, c'est-à-dire qu'il va y avoir des morts, donc pour réclamer l'instauration d'un État théocratique. Et en fait, dès 1954, donc il y a des actions très violentes menées par la Jamaat-e-Islami, et en particulier qui, cette fois, demande la démission d'un membre du gouvernement qui appartient alors, à une minorité religieuse qui est celle des Ahmadis, l'Ahmadiyya. Alors l'Ahmadiyya, c'est une communauté dont les membres suivent un personnage qui s'appelait Mirza Ghulam Ahmad, qui a vécu à la fin du 19e et qui a prétendu être un rénovateur de l'islam, dans la grande tradition de Al-Razali, etc., Mujadid. Mais il a également revendiqué, alors il a utilisé un mot, plus exactement, pour se qualifier lui-même, qui est celui de Rasoul. Donc, alors il développe toute une théologie, on ne va pas entrer dans le détail, mais il dit qu'il n'est pas du même Rasoul, que sa Risala n'est pas de la même nature que celle du prophète Muhammad, de l'islam, etc., etc. Bon, évidemment qu'ils ont quand même été les sujets de différentes fatwas, les déclarant non musulmans, mais jusque-là, donc, eux se considèrent comme musulmans et ils sont considérés comme musulmans. Mais l'un d'eux est membre du gouvernement et donc l'action lancée par la Jamaat en 1954, c'est pour que ce ministre démissionne, ce qu'il fera. Donc c'est un peu pour dire dans quelles conditions finalement la Constitution sera adoptée et un peu l'itinéraire de son contenu vis-à-vis des discours de Jinnah, donc en 1948, jusqu'à l'adoption de la Constitution en 1956. Alors, cette Constitution, eh bien d'abord, vous voyez l'article 1,
il est proclamé que le Pakistan est une république islamique. Alors, c'est une proclamation, il faut savoir ce que ça veut dire, il faut savoir ce que ça contient. Bon, égalité des citoyens devant la loi, liberté de discours, d'expression, chaque communauté religieuse a le droit d'établir des institutions, développer l'éducation, etc. Donc ça, c'est la première partie. Et pendant cette période, donc, on peut dire que le Pakistan a été proclamé République islamique, mais on peut dire que l'exercice de ses dirigeants est un exercice séculariste. Bon, par ailleurs, si on faisait, ça serait très intéressant de faire un axe chronologique de l'histoire du Pakistan, parce que vous savez qu'il a alterné depuis sa création avec des dictatures militaires, de petits espaces démocratiques, des dictatures militaires, espaces démocratiques, et lors des dernières élections, en 2014, c'était la première fois que 2 fois de suite des élections démocratiques étaient organisées au Pakistan, et que donc des gens exerçaient au pouvoir élus. Bon, après, ils sont démis de leurs fonctions. Nawaz Sharif, ça fait la 3e fois, le Premier ministre, mais c'est un autre sujet. Pour revenir à la Constitution, donc en fait, il y a toute une période où c'est un dictateur, le général qui se nomme Maréchal Ayub Khan, mais donc qui lui est un pur produit de l'Académie militaire britannique, et qui tient les islamistes et les fondamentalistes à l'écart, en particulier Maududi, qui va faire beaucoup de séjours en prison. Bon, finalement, Ayub Khan démissionne, donc c'est là où de nouvelles élections sont organisées. On a vu le cas du Bangladesh. Hein. Et finalement, donc, c'est le 2e parti, celui qui est arrivé numéro 2 aux élections, qui accède au pouvoir. Et ce parti s'appelle le PPP, le Parti du peuple pakistanais. Il a été fondé par un jeune homme, à cette époque, enfin qui a été ministre d'Ayub Khan, qui s'appelle Zulfikar Ali Bhutto. Donc c'est lui qui hérite du Pakistan dans une situation tragique, comme je vous l'ai dit, c'est la sécession du Bangladesh, donc qui remet en cause l'idée même du Pakistan. Parce que l'exemple du Bangladesh, vous imaginez qu'il va servir à d'autres ethnies du Pakistan occidental, et en particulier aux Baloutches, que Bhutto, donc il va y avoir une rébellion des Baloutches, que Bhutto va réprimer très durement avec l'aide de l'aviation du Shah d'Iran. Donc lui, Bhutto, dans cette situation, suite à la scission du Bangladesh, il veut remettre l'islam au centre. Bon, en fait, il recherche la légitimation du pouvoir de la part des religieux. Bon, pas quand même jusqu'à Maududi et la Jamaat islamique. Mais c'est finalement Bhutto. Alors il faut savoir que son programme politique, il le proclame lui-même, c'est socialiste. Il a accompli des nationalisations des banques. Encore aujourd'hui, beaucoup de milieux industriels et autres détestent seulement son nom. Bref. Mais il va faire également, si on peut dire, des concessions donc, aux partis musulmans conservateurs. Donc c'est lui qui va interdire l'alcool, c'est lui qui va interdire les jeux. Alors à Karachi, au bord de la mer, il avait prévu de construire un casino. Alors je ne sais pas si ça y est encore, mais un immeuble qui n'a jamais été fini, il y a jusqu'à peu, qui était toujours là au bord de la mer. Et surtout, c'est lui qui va adopter finalement cette nouvelle constitution, alors qui renforce quand même les références à l'islam, et plus particulièrement aux sources scripturaires, au Coran, à la Sunna, et aussi, bon là c'est qu'un extrait, qui dit que le président doit être obligatoirement un musulman, ainsi que le Premier ministre.
Bon, alors après, on réitère évidemment toujours l'affirmation selon laquelle les minorités sont protégées, elles ont des droits légitimes et qu'elles sont protégées par l'État. Mais surtout, Bhutto donc, va faire voter une loi, en fait c'est un amendement à la Constitution, celui de 1974, en fonction duquel donc, les Ahmadis ne sont pas musulmans, ne peuvent pas se qualifier eux-mêmes de musulmans. Donc, ils sont exclus de l'appartenance islamique de la communauté musulmane de l'Oumma. Bon, il y avait déjà d'autres pays qui l'avaient fait, hein, comme l'Arabie Saoudite et autres, mais au Pakistan, c'est donc en 1974. Donc, ils sont considérés comme une minorité religieuse, comme les hindous, comme les chrétiens, comme les parsis, comme les bouddhistes, les jains, etc. Voilà, alors donc, l'explication, si on peut dire, c'est qu'il nie la finalité de la prophétie de Muhammad, qui est évidemment un dogme très important de l'islam, Khatam al-Nubuwat. Et d'ailleurs, même avant, il y avait un groupe politique spécifique pakistanais qui avait été fondé pour la défense de la finalité prophétique de Muhammad. Une autre étape importante donc, dans ce qu'on peut appeler l'islamisation institutionnelle du Pakistan, c'est l'accession au pouvoir d'un autre général. Bon, donc Bhutto, en fait, il est accusé d'avoir fait assassiner un opposant politique. Donc, un général, Zia-ul-Haq, fait un coup d'État, il fait juger Bhutto qui est exécuté. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu de sa fille Benazir. Je ne sais plus le titre, Femme d'Orient, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça, merci. Bon, elle commence le livre par la dernière visite qu'elle a faite à son père le jour de son exécution. Donc c'est évidemment très fort. Bref, en tout cas, Zia-ul-Haq, il prend le pouvoir et lui, dans un premier temps, parce que c'est un général également, mais qui avait d'ailleurs été nommé chef d'état-major par Bhutto, il est proche de la Jamaat islamique. Et en fait, lorsqu'il prend le pouvoir en 1977, la Jamaat pense, et Maududi, qui est toujours vivant, pense que cette fois, on va vraiment faire du Pakistan une théocratie. Bon, en réalité, ça va être un peu plus compliqué, et d'ailleurs, même progressivement, Zia va s'écarter de l'influence de la Jamaat. Néanmoins, il va prendre un certain nombre de mesures, donc législatives, bon c'est une dictature, hein. Donc quand je parle de législative, c'est surtout sous la forme d'ordonnances, comme celle de 1919, Hudud Ordinances. Donc il applique en fait la loi coranique dans un certain nombre de domaines et il prend également des mesures légales pour le renforcement de l'islamisation du Pakistan, par exemple cours d'islamiyat obligatoire, mais pour tout le monde, y compris pour les non-musulmans, pour les minorités religieuses et autres. Et en 1984, donc, il crée aussi ce qu'on appelle Nizam et Salat, hein, c'est-à-dire que dans chaque ville ou village, donc il va y avoir quelqu'un, un représentant officiel pour contrôler que les musulmans s'acquittent des 5 prières canoniques. Bon, et il y a eu beaucoup d'autres mesures qui ont été prises dans ce cadre. Alors, la question sur le blasphème, bon, on y reviendra parce qu'encore aujourd'hui, c'est un aspect particulier de l'interaction entre le politique et le religieux au Pakistan. Alors là, je vais aller vite, mais je vais juste revenir sur ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir les interférences du religieux avec les structures sociales, mais c'est surtout la question de la sacralisation, alors principalement de l'autorité. Mais ça fait que dans certains domaines, il y a une sacralisation de l'autorité, quelle qu'elle soit,
mais là on s'intéresse à celle qui n'est pas d'essence religieuse par nature, mais ce qui fait qu'après elle se confond ou elle est légitimée par un discours religieux. On va prendre quelques exemples. Bon, ça c'est pas... Voilà. Alors, si vous voulez, dans une grande partie du Pakistan, en particulier au Pendjab, une grande partie du Sindh, donc ce qui fait à peu près les 2/3 de la population totale. Donc, l'unité de base de la société, c'est ce qu'on appelle Baradari. Mot à mot, ça veut dire fraternité, Barada. Et ça veut dire frère, mais bon, en fait, c'est ce qu'on peut traduire par clan. Et dans ce domaine, bon, là, il y a une forme de sacralisation de la Baradari. Pourquoi? Sous la forme de ce qu'on peut appeler d'un culte des ancêtres. Dans beaucoup de villages du Pakistan, en fait, on a érigé des monuments, alors de tailles diverses évidemment, mais en l'honneur d'ancêtres qui n'avaient aucune fonction religieuse, si ce n'est qu'ils ont été les chefs du clan. Alors, du clan élargi, on va appeler la tribu, de la tribu, et ils sont l'objet d'un culte. Je ne vois pas un autre mot. Parce que si vous regardez déjà l'architecture des mausolées les plus importants, vous ne voyez aucune différence avec des mausolées soufis. Si vous regardez les cérémonies qui sont organisées, vous ne voyez aucune différence avec les cérémonies soufis, donc avec le culte des saints. Voilà, donc c'est là où je parle d'une sacralisation de l'autorité et plus particulièrement de celle des ancêtres. Alors, souvent, et là aussi, peut-être plus dans le Pendjab et dans le Sindh, cette sacralisation des ancêtres, en plus, se confond avec une sorte de pouvoir charismatique qui est attribué à ces ancêtres à travers la sainteté. C'est-à-dire qu'en même temps, ils sont considérés comme des saints et majoritairement, donc, ils se rattachent bien sûr au soufisme. Alors, il y aurait aussi un développement à faire sur l'importance de la baradari en politique, parce que si vous regardez tous les grands leaders politiques du Pakistan, alors il y a deux grandes familles qui depuis 1971 quasiment se sont partagées le pouvoir, avec l'exception de Zia-ul-Haq et de Musharraf, qui étaient des généraux qui ont pris le pouvoir par le cours d'État. Donc c'est d'un côté, bon, la famille de Nawaz Sharif, ils sont Pendjabis, grands propriétaires terriens, hyper riches, et puis de l'autre, il y a les Bhutto, ils sont Sindhis, grands propriétaires terriens, hyper riches. Benazir, elle a fait ses études à Londres et à Los Angeles. Et donc là, il y a vraiment un rôle de la biradari au sein du système politique. Et Benazir, quand elle a été Premier ministre, donc à 2 reprises, du Pakistan, elle a commencé à faire construire un mausolée pour son père. Ils sont du nord du Sindh. Vous regardez le mausolée, c'est le Taj Mahal, en plus grand, en moins beau, mais c'est l'architecture moghole. Et, bon, alors malheureusement, elle ne savait pas qu'elle-même y serait enterrée, d'autant qu'il n'a pas été achevé avant son assassinat en 2007. Voilà, donc là, il y a cette difficulté, si vous voulez, de séparer ce qui relève du sacré social, j'espère être contredite par des sociologues, et ce qui est purement religieux. Enfin, en tout cas, c'est une difficulté, je dirais même sur le plan méthodologique, parce que c'est tellement imbriqué, et donc plus particulièrement peut-être en milieu rural, mais milieu rural, on va voir qu'il reste dominant au Pakistan. Et là encore, vous allez au mausolée des Bhutto, qui est dans le nord du Sindh, c'est un mausolée soufi. Les mêmes célébrations, il y a quasiment maintenant, il y a de la poésie, enfin pas quasiment, j'enlève, il y a de la poésie dévotionnelle qui a été composée, il y a des concerts quasi soufis qui sont organisés,
lorsqu'il y a des grandes cérémonies, c'est-à-dire surtout l'anniversaire de la mort. Bon, il y a Benazir, son père, mais la famille Bhutto a eu beaucoup d'assassinés, donc il y a beaucoup d'occasions de faire ce type de cérémonie. Alors là encore, une autre façon d'essayer d'éclaircir la relation entre les religieux et la politique, bon, c'est par rapport à la hiérarchie sociale, la hiérarchisation sociale de la société pakistanaise, bon, qui était celle de toute la société musulmane du sous-continent indien. Ça veut dire qu'en Inde, vous trouvez chez les musulmans le même schéma. Donc il y a un clivage fondamental, encore aujourd'hui, c'est celui entre Ashraf et Ajlaf. Donc Ashraf, bon, c'est Sharif, hein, évidemment. Dans le sous-continent et au Pakistan, donc c'est le nom qu'on donne aux strates supérieures de la société. Alors c'est pas une question d'emploi, de richesse, c'est une question de statut. Et en fait, ce sont les descendants de non-indiens. Donc il y a eu les Arabes, il y a eu les Iraniens, les Persans, il y a eu les Afghans, il y a eu ceux du Nord, enfin les Turcs, les Turkmènes, voilà, c'est les 4 principaux groupes. Et après, même en leur sein, il y a une hiérarchisation, bien sûr. Au sommet du sommet, ce sont les Sayyids, donc ceux auxquels on reconnaît une origine vers le prophète Muhammad. Donc on les reconnaît comme descendants du prophète. Là encore, bon, il peut y avoir des Sayyids pauvres, mais bon, la majorité sont quand même aisés, pour le moins. Et en dessous, alors après, il y a d'autres catégories avec des noms spécifiques pour les descendants d'Abu Bakr, le premier calife de l'islam, etc. Donc l'autre groupe, quand même, les Ajlaf, ce sont les descendants des convertis, mais qui forment l'immense majorité. Alors, bon, la conversion, c'est un vaste sujet que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Mais enfin, en tout cas, elle a été graduelle. Hein, et contrairement à certaines idées répandues, elle ne s'est pas faite majoritairement par la force, loin de là, hein, puisque bon, la preuve, c'est que l'Inde, avant 1947, est restée majoritairement et largement hindoue. Mais en tout cas, elle a été graduelle. Bon, il y a d'abord les missionnaires ismaéliens, après les missionnaires soufis, mais ils ne demandaient pas de se convertir du jour au lendemain, d'abandonner totalement les coutumes, les croyances et autres. En tout cas, les Ajlaf, ce sont ceux qui descendent des convertis, donc principalement d'hindous, mais ça s'est produit jusqu'au 19e, j'allais dire même jusqu'au 20e. Mais très souvent, ce qui est intéressant, c'est que ces groupes, ils ont souvent conservé leur statut d'origine, c'est-à-dire en gros de caste. Ça veut dire qu'au sein des musulmans, il y a des groupes considérés comme impurs, qui était le statut qu'ils avaient lorsqu'ils étaient hindous, mais c'est aussi lié quand même à leur activité. Bon, ce qui est aussi le cas dans évidemment le système des castes hindous. Donc il y a une sorte de reproduction dans une certaine mesure. Bon, alors ça, c'est un des grands débats des chercheurs, savoir s'il est pertinent de parler de caste au sein des musulmans du sous-continent indien. En tout cas, il y a un groupe qui est également spécifique au Pakistan, au sein des musulmans, ce sont les groupes marchands. Alors, ce sont des groupes qui sont très puissants et quasiment jusqu'à maintenant, ils dominent l'économie pakistanaise. Bon, les Pendjabis, grâce à Nawaz Sharif, ont réussi à également s'imposer, mais jusque dans les années 80, je n'ai pas noté les statistiques, mais je ne sais pas, il y avait 20 familles qui possédaient 60% des avoirs bancaires, c'était incroyable. Et ces familles, elles appartenaient à 3 groupes marchands, donc Ajlaf, issus de convertis, les Kodja, les Bohra et les Memon. 2 sur 3 sont chiites, et surtout,
ces groupes qui se sont convertis plus ou moins récemment à l'islam avaient conservé, alors eux pour le coup, ce qu'on peut appeler des structures de caste, donc profession héréditaire, endogamie, etc. Alors, toujours sous l'angle un peu sociologique, bon, le Pakistan demeure un pays rural, bon, même s'il y a eu une progression importante, hein, puisque 78% en 60 et aujourd'hui 61%. Donc, ce qui, bon, vous voyez, en Inde, c'est 67, Iran 26, Afghanistan 73% de population rurale. Donc, il y a une évolution. Bon, il y a eu des réformes agraires menées en Inde et au Pakistan dans les années 60 qui sont un peu à l'origine de ces changements. Oui, alors, ce qui est important, c'est que même s'il y a eu donc un exode rural, une migration urbaine, un développement de l'urbanisation, mais très souvent, les néo-urbains ont conservé des liens étroits avec leur village d'origine et très souvent, ils ont reproduit la société de leur village d'origine dans l'espace urbain. Ce qui fait qu'on a un espace urbain fragmenté, pour le moins. Alors, il y a un exemple paradigmatique, c'est Karachi, dont nous n'aurons pas le temps de parler, mais c'est particulier. Donc, il y a des, je ne sais même pas comment appeler ça, des quartiers ethniques, mais également à l'échelle locale, parce que Karachi, qui représente environ 10% de la population pakistanaise, soit environ 20 millions d'habitants, et donc il y a un très grand pouvoir attractif, parce qu'elle domine également l'économie du pays. Hein, par exemple, on dit que la première ville Pashtun, c'est Karachi. C'est pas Peshawar, il y a plus de Pashtun à Karachi qu'à Peshawar. Donc là, il y a l'importance toujours au Pakistan de la propriété terrienne, et il y a un personnage incontournable qui est le zamindar. Donc notamment le propriétaire d'art terrien, terre, zamin. Donc il exerce également un pouvoir qu'il est difficile souvent de distinguer du pouvoir religieux, mais on va, grâce à Max Weber, utiliser l'expression de pouvoir charismatique. Mais là encore, si vous voyez, alors le zamindar, bon, il peut être hyper puissant, c'est très comparable avec un système féodal. Il y a des zamindars au Pakistan qui ont leur prison privée. Et si vous voyez encore une fois comment les agriculteurs qui travaillent sur ces champs se comportent avec lui, vous ne voyez pas de différence en ce qui concerne les formes de respect, c'est-à-dire qu'en fait on se met à plat ventre, c'est pas une image, à plat ventre, devant lui, etc. Donc là encore, bon, c'est très proche de formes rituelles qu'on peut avoir entre un maître soufi et son disciple. Bon, et là encore, oui, le zamindar très souvent est lui-même affilié au soufisme, en tout cas, il y a toujours un mausolée de saint sur ces terres, et très souvent il est le descendant du saint qui est enterré, donc là il y a encore une fois une grande imbrication. Alors, comme vous le savez, mais je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais autrefois, quand je fis des études d'histoire, on associait un peu l'émergence des classes moyennes pour l'Europe et la démocratisation et la sécularisation. Donc c'est une question intéressante, d'abord de voir si on peut parler de classe moyenne au Pakistan, et ensuite de voir quelle est leur relation particulière aux religieux. Je ne reviens pas sur la catégorie de classe moyenne, parce qu'elle est impossible à définir, mais en tout cas, ces classes moyennes se sont beaucoup développées au Pakistan. Alors très difficile d'avoir des statistiques, j'en ai mis, mais
C'est vraiment, donc on les évalue à environ 30%, mais là, bien sûr, grande différence entre monde urbain et rural. Évidemment que les classes moyennes sont essentiellement urbanisées. Donc, ces classes moyennes, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, elles étaient un peu partagées en ce qui concerne le politique et le religieux. Bon, il y en a évidemment qui étaient affiliés au groupe religieux pakistanais, qui n'ont jamais remporté d'élection, et d'autres au groupe politique séculariste. Alors, on a parlé de la Ligue musulmane, du PPP, Parti du peuple pakistanais, et autres. Récemment, il y a une chercheure pakistanaise qui est enseignante en Angleterre, qui a publié un livre très intéressant qu'elle appelle la nouvelle classe moyenne. Alors, elle n'est pas nouvelle, cette classe moyenne, par son origine sociale, je ne sais quoi, ses caractéristiques sociales. Elle est nouvelle parce qu'en fait, elle a une nouvelle forme de religiosité. C'est une forme de religiosité individualisée, c'est-à-dire qu'en fait, on ne s'identifie plus par rapport à un groupe, mais en tant qu'individu, mais on a une pratique assidue de la religion. On ne passe pas par l'intermédiaire des spécialistes religieux traditionnels, on va les appeler les oulémas. Ils sont hyper connectés. Elle, cette nouvelle classe moyenne, elle est hyper connectée, elle est très féminisée, et on veut un accès direct aux sources scripturaires de l'islam, à commencer par le Coran. Et cette chercheure donne un exemple, par exemple, vous voyez, c'est un peu naze, d'une jeune femme pakistanaise, donc, qui était issue d'un milieu conservateur, mais elle n'a pas suivi de cursus dans les madrasas, de cursus théologique traditionnel. Elle est allée étudier en Angleterre, où elle a fait un doctorat de théologie dans une université britannique. Elle est retournée au Pakistan, et là, elle a ouvert des cours de Coran, donc, où en fait, elle dispense des cours d'analyse du Coran à partir du texte arabe. Donc à un public pakistanais et plus particulièrement donc, de femmes pakistanaises. Donc cette étude est relativement intéressante. Bon, alors c'est très difficile en revanche d'essayer d'évaluer l'importance de cette nouvelle tendance. Oui, alors je vais rapidement parler quand même d'autres formes d'interaction entre le politique et le religieux, et revenir également sur la diversité de l'islam au Pakistan. Parce que si on revient à la période de Zia-ul-Haq, qui a pris les premières mesures d'islamisation institutionnelle, dont j'ai dit qu'au début il était proche de Maududi, la Jamaat-e-Islami, on peut se demander pourquoi n'a-t-il pas totalement instauré la charia? Je n'avais pas encore prononcé le mot. Non, parce qu'il est... Enfin, on l'a vu, parce que Zia, il a créé des cours de charia, etc. Donc, une des réponses, c'est parce que le mot charia, c'est un mot qui désigne un certain nombre de références légales et juridiques, mais très diverses. Donc vous savez qu'il y a chez les sunnites 4 principales écoles de droit. Après, on a les chiites qui, eux, en ont plusieurs. Au Pakistan, il y a des groupes musulmans vernaculaires, si j'ose dire, qui ne sont ni sunnites ni chiites. Voilà, donc il y a cette diversité. On a vu, d'après le recensement officiel, les musulmans représentent 95%, les sunnites sont forcément majoritaires, hein, donc plus particulièrement, ils se répartissent en différentes écoles donc, qui sont du sous-continent indien, hein, comme les Deobandis, les Barévis, les Al-Hadith et les chiites. Ça, c'est les 4 groupes officiellement reconnus par l'État pakistanais, donc, dont
leaders peuvent être convoqués pour des discussions avant de prendre telle et telle mesure. Alors la différence entre eux, la plupart ont été fondés au XIXe siècle, donc à l'époque coloniale, dans le vaste mouvement réformateur qu'a connu le monde musulman, y compris avec Al-Afrani, Abdou, etc. Donc les Déobandis, on peut dire qu'ils sont traditionalistes puis islamistes. En fait, Maudoudi, il vient de l'école Déobandi. Mais c'est lui qui a poussé le plus loin la politisation de l'idéologie Déobandi. Les Barelvi, ils sont conservateurs mais pas politisés, on pourrait dire plutôt piétistes. Alors les Déobandi condamnent totalement le culte des saints, alors que les Barelvi l'acceptent. Les Hadiths, ils ne reconnaissent aucune autorité en dehors du Coran et de la Sunna. Donc ils sont contre le culte des saints, inutile de le dire. Et puis on a évidemment les chiites duodécimains. Les chiites sont relativement importants au Pakistan. Alors comme j'ai toujours l'habitude de le faire, on parle le nombre de pratiquants. Le pays chiite le plus important, c'est l'Iran, et le deuxième, c'est le Pakistan, et le troisième, l'Inde. Donc les chiites au Pakistan, il n'y a pas de statistiques officielles. On estime entre 20 et 25%, mais ils sont très représentés dans certains milieux comme la culture, l'éducation supérieure et le soufisme. Alors, ce serait un peu long de détailler, mais beaucoup de mausolées soufis sont gérés par des chiites. Donc, si on s'intéresse aux expressions politiques des groupes religieux, des partis politiques, bon, on a parlé de la Jamiat Islami, et c'est un peu une forme de paradoxe, puisqu'elle a participé à de nombreuses élections, à partir de celle de 1964, quand Ayoub Khan il a mis en place des élections présidentielles, mais en face de lui, il n'y avait qu'une personne, c'était Fatima Jinnah, la sœur de Jinnah, et Maudoudi a soutenu Fatima Jinnah contre Ayoub Khan, mais elle n'avait aucune chance. Je veux dire par là que la Jamaat a participé toujours aux élections, mais donc elle n'a jamais réussi à conquérir le pouvoir suprême. Alors elle a pu à un moment avoir des gouvernements provinciaux, puisque le Pakistan est un pays fédéral, en particulier la province frontière du nord-ouest, Peshawar. Mais sinon, son score en général est de 8%, entre 8 et 10%. Donc ce qui veut dire évidemment qu'il y a des députés de la Jamaat, et là je cite le principal parti islamiste, mais il y en a d'autres. Ensuite, il y a deux types de groupes de musulmans activistes, donc ceux qu'on appelle djihadistes. Alors c'est évidemment des groupes, plutôt des groupuscules donc, qui ne participent pas à la vie politique, mais qui, eux, donc, sont pour le djihad. Alors au Pakistan, il y a eu deux grandes sources de légitimité pour le djihad, c'est l'Afghanistan, depuis 1979, où donc on allait faire le djihad contre les soviétiques, puis après contre les gouvernements afghans, puis l'autre c'est le Cachemire. Et ça dure depuis 1947, parce qu'en vertu de ce qu'avaient décidé les Britanniques, le Cachemire aurait dû être attaché au Pakistan. Parce que l'unité administrative du Cachemire dans l'Empire, c'était 70% de musulmans. Mais c'était un État princier dont le Raja, le Maharaja était hindou. Donc, en tout cas, jusqu'à maintenant, le Pakistan conteste et revendique. Donc, première guerre entre le Pakistan et l'Inde, quelques mois après l'indépendance. Et 1er janvier 1948, l'ONU impose une ligne de cessez-le-feu. Un tiers est confié au Pakistan et les 2 tiers à l'Inde. Et jusqu'à maintenant, rien n'a bougé. Mais donc, c'est toujours un motif pour les groupes djihadistes de se préparer, de faire le djihad. Deuxième groupe, les groupes sectaires. Alors, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans les années 70-80, qui, là, leurs activités ont diminué. Sectaire, au Pakistan, ça veut dire sunnite chiite.
Donc c'était des groupes radicaux, sunnites et chiites, qui s'accusaient réciproquement de ne pas être musulmans et qui se livraient à des attentats terroristes les uns contre les autres, de préférence dans des mosquées pendant la première prière. Donc il y a eu des milliers de victimes de chaque côté et ça entraînait des représailles, etc. Bon, là-dessus, il y a d'excellents articles par Mariam Abouzab en particulier, enfin, pour montrer les dessous des activités de ces groupes sectaires, donc parce qu'ils ont été très développés, d'ailleurs en particulier dans le sud du Pendjab et à Karachi également. Donc évidemment, ces groupes, ils ne reconnaissent pas la vie démocratique et ils ne participent pas à la vie démocratique. Mais une question qui est toujours posée, c'est de savoir les relations qu'entretiennent les partis islamistes démocratiques avec ces groupes sectaires et bien évidemment également le rôle que joue le gouvernement pakistanais ou les services secrets pakistanais dans la manipulation de ces groupes. Donc, évidemment, il y a une question centrale qui aurait pu être posée au début, c'est la question de l'autorité religieuse. Quand j'ai parlé de la création du Pakistan, j'ai dit que les créateurs n'avaient aucune formation religieuse et encore moins de politique islamique, d'islam et politique, et ils n'ont pas non plus trouvé, à cause de la diversité déjà de l'islam au Pakistan, d'autorités qui puissent véritablement les aider. Ou surtout, s'ils trouvaient des autorités, c'était du type de Maududi, donc qui lui était partisan de l'instauration de la charia intégrale, d'une théocratie islamique. Donc cette question de l'autorité en tant qu'objet anthropologique, je dirais, est très intéressante pour aborder la question de l'interaction entre la religion et le politique. Bon, alors qu'on l'appelle de différentes façons, on a déjà employé différents termes, mais il reste donc que c'est une entrée particulièrement importante. Alors étant donné que les musulmans sont divers au Pakistan, les sources d'autorité sont très diverses, et il n'y a pas d'autorité centralisée comme vous le savez. Même quand j'ai dit que l'État reconnaît 4 interlocuteurs, les Deobandis, les Baraqis, les hadiths et les chiites, mais chaque groupe n'a pas un chef consensuel, en tout cas accepté. Donc, évidemment, ça veut dire que des fatwas, il y en a énormément qui sont prononcés par des sunnites contre des chiites, par des chiites contre des sunnites, mais plus particulièrement contre les groupes minoritaires comme les ismaéliens ou comme des groupes musulmans vernaculaires comme les Zikri qui se trouvent dans le Baloutchistan et autres. Alors, oui, il y a eu des tendances locales d'imposition de la charia qui ont été accomplies, et en particulier quand la Jamaat Islami a gagné les élections dans la province du Nord-Ouest, la province de Peshawar, dont depuis, ça fait longtemps qu'elle n'est plus au pouvoir. Mais donc, il y a eu des tentatives, et ça a été impossible, parce que c'est un fait assez peu connu, mais il y a une partie des Patans, des Pashtuns, qui sont chiites. Et donc, dans chaque district où on a essayé d'imposer la charia, les chiites n'étaient pas d'accord parce que ce n'était pas leur charia. Et la première fois que les chiites se sont mobilisés en tant que tels au Pakistan, ça a été dans les années 70-80 contre la politique d'islamisation de Zia, parce qu'ils ont dit que c'était une islamisation pour les sunnites et que leur tradition, leur source d'autorité n'était absolument pas prise en compte. Alors maintenant, par exemple, dans l'islamia, l'enseignement de l'islam dans les écoles, il y a une islamia pour les sunnites et pour les chiites. Et pour les autres, c'est évidemment l'islamia sunnite qui est imposée.
Oui, alors on pourrait encore développer juste un nouveau aperçu, parce que donc, dans le Pakistan, et compte tenu de sa fondation liée à l'islam, aucun leader politique, y compris d'un parti séculariste qui le proclame, qui utilise le mot de sécularisme, ne peut se dispenser d'employer des référents islamiques. Alors bon, il y a un éventail très large. Et quand je parle de référents islamiques, je ne parle pas scripturaire forcément. Bon, et là, il y a tout le vocabulaire soufi en particulier qui est employé. Mais enfin, c'est parti, la Ligue musulmane, donc c'est notre ami Nawaz Sharif qu'on voit, le PPP, Benazir, le MQM avec Altaf Hussein, tous, ils font référence explicitement ou non à des événements, à des discours, à des notions, voire à des concepts donc, qui sont religieux. Alors, suivant les périodes, suivant l'actualité internationale, parce que le Pakistan, évidemment, n'est pas un isolat, donc il module ses discours, mais on ne trouvera jamais un discours politique qui soit sans ce type de référent. Et d'ailleurs, ce serait vraiment un travail passionnant qui n'a pas été fait vraiment systématiquement, d'analyser donc ce contenu religieux crypté ou explicite de ces partis sécularistes. Oui, dans la rhétorique officielle pakistanaise, donc, quand on emploie le mot minorité, c'est un statut. Et c'est forcément non musulman, pour la bonne raison qu'il n'y a qu'un islam et que donc il est majoritaire. Mais si on entre dans les détails, donc on s'aperçoit qu'il y a évidemment des minorités musulmanes. Donc on a vu les chiites duodécimains, j'en ai donc parlé. Alors c'est vrai que le Pakistan a une frontière avec l'Iran, mais bon, vous savez, quand il y a eu la révolution islamique en 1979, on a cru que l'Iran allait inonder les chiites du monde entier. A priori, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, mais on ne peut pas dire, bien sûr, que l'Iran n'a pas une influence sur les chiites pakistanais, mais j'allais dire une influence théologique, pas politique. Bon, il y a bien eu des assassinats d'Iraniens, etc., au Pakistan, mais ce n'est pas quand même une tentative globale. Et d'ailleurs, même quand les chiites se sont mobilisés contre Zia, quand il essayait d'instaurer la charia sunnite, les chiites avaient demandé à Khomeini son soutien ne serait-ce que par le discours. Et Khomeini avait vaguement contacté Zia, mais ce n'était pas quelque chose qui avait été, en tout cas, déterminant. Bon, il y a eu quand même, sur la pratique religieuse chiite, une forme, j'appellerais ça d'iranisation. Bon, dans les vêtements, ça reste quand même, les mollahs chiites jouissent d'une grande... ils sont très acceptés, et même pour un mollah chiite pakistanais, quand il veut faire son cursus théologique, il passe par Qom, évidemment, la grande ville chiite de l'Iran. Donc, cela reste quand même une référence très importante. Aussi dans un autre domaine un peu plus marginal mais intéressant, c'est celui de l'iconographie. Parce que les chiites iraniens en particulier ont développé une iconographie de leurs 12 imams, en particulier de Ali, mais aussi du prophète et de ses petits-fils, Hussein et Hassan, dans des Panchtalpak, comme on dit dans ce continent, les 5 sacrés, le prophète, sa fille, Ali, Hassan, Hussein. Donc là aussi, jusqu'à il y a quelques temps, il y avait une iconographie chiite locale du sous-continent. D'ailleurs, c'est peut-être même là qu'elle a été créée. Et maintenant, c'est vraiment les modèles iraniens qu'on voit partout qui sont dispensés.
Sur les Ismaéliens, bon, ils sont très minoritaires, donc c'est un groupe minoritaire au sein du chiisme, et ce sont les seuls chiites qui reconnaissent un imam vivant, donc qui est le 49e, s'appelle Karim al-Husseini, mieux connu sous le nom d'Aga Khan IV. Donc ils sont très peu nombreux au Pakistan. C'est ceux qu'on appelle les Kodja. Ils ont un grand poids économique. C'est un des groupes marchands dont j'ai parlé précédemment. Alors jusqu'à les années 80, ils avaient une pratique religieuse assez, on va dire, syncrétique, puisque ce sont des Ajlaf, des descendants d'hindous convertis, mais parfois au 19e, même au 20e. Et donc ils avaient conservé des rituels partagés avec les hindous. Bon, depuis, il y a eu une réislamisation de leur tradition, mais il reste des cibles des groupes terroristes dont j'ai parlé, qu'ils soient djihadistes, mais surtout sectaires. Il y a eu plusieurs attentats contre des Ismaéliens, en particulier à Karachi, où se trouve leur plus grande concentration. Donc, bon, on a deux autres groupes indigènes. Alors, qui ne sont pas reconnus officiellement. Hein. Tous ces groupes n'ont aucune reconnaissance légale, ni les Ismaéliens du reste, donc seulement les chiites du Docimin en tant que minorité religieuse. D'ailleurs, il y a eu des discussions à l'Assemblée nationale du Pakistan pour savoir si les chiites ne devaient pas être classés en tant que minorité religieuse, comme les chrétiens ou les hindous. Bon, ça c'est une carte des chiites. Ça, c'est un certain nombre de rituels chiites pour Muharram. Ça, ce sont les minorités. Alors, pour ne pas plus m'étendre, on va revenir quand même à quelque chose qui est important, parce que je crois que c'est vraiment un élément de cristallisation des enjeux, de la complexité de la relation au Pakistan entre le religieux et le politique. C'est la loi sur le blasphème. La loi sur le blasphème, bon, d'abord c'est un héritage de la colonisation britannique. Bon, je ne sais pas quelle est la situation en Belgique, donc je n'en parlerai pas, mais en France, le blasphème a été aboli, d'abord par la Révolution, rétabli, puis supprimé, peu importe. Mais donc là, je veux dire que cette question du blasphème est un héritage colonial britannique. Alors en fait, elle a été, telle qu'elle était formulée auparavant, elle était dans le droit pakistanais, parce que le droit pakistanais est quand même largement britannique, sauf pour certains délits qui sont considérés comme islamiques et qui sont jugés par des cours de la charia. Mais la question du blasphème a été rénovée, si je veux dire, par Zia dans son grand programme d'islamisation en vue d'instaurer la charia. C'était ce qui était annoncé officiellement. Donc il y a eu des étapes. D'abord, parce que oui, auparavant dans le droit pakistanais, c'était très vague, la question du blasphème, quelque chose comme quiconque diffame un personnage religieux sera puni d'une amende, mais c'était pour toutes les religions en tout cas. Donc avec Zia, bon, d'abord il y a en 1982 la prison à vie pour la profanation du Coran, en 1986 condamnation à mort pour diffamation envers le prophète. Alors en 2003, là c'est une loi pour la protection des femmes, je suis désolé mais je l'ai mise ici, en fait c'est sous Musharraf, parce que parmi les lois instaurées par Zia, si une femme ne pouvait pas prouver qu'elle avait été violée à l'aide de 4 témoins masculins, elle était considérée comme adultère. Et donc en 2003, Musharraf a fait passer cette loi qui diminue le nombre de témoins. Parce que chaque fois qu'une mesure de cette nature est prise, il y a un déferlement de manifestations violentes qui sont organisées. 2010, affaire Asia Bibi, projet de loi de Sheikh Rahman et ses conséquences. Oui, alors bon, là encore, la question du blasphème et la loi telle qu'elle existe
actuellement, là encore, il y a les travaux de Mariam Abouzahab. Bon, quand on entre un peu dans le détail, on s'aperçoit que la loi sur le blasphème, c'est en fait le règlement de compte de base. Parce que maintenant, je vais à un commissariat de police et je dis qu'un tel, il a insulté le prophète, je dis qu'un tel, il a piétiné une page du Coran, et ma demande va être enregistrée. Donc, les sociologues en particulier qui ont approfondi les cas se sont aperçus que dans une majorité, ce sont en fait des règlements de compte, parce qu'un tel voulait s'approprier une terre, parce qu'un tel voulait l'appartement d'un autre, etc. Et évidemment que les minorités religieuses sont plus vulnérables, mais comme vous le voyez, les accusés de blasphème concernent principalement les musulmans, mais surtout les Ahmadis. Donc si on fait les proportions, les recensements, on ne sait pas combien il y a d'Ahmadis, ils ne sont pas dans les recensements. Donc on est aussi entre 10 et 20 millions sur 200 millions d'habitants. Mais donc c'est vraiment eux, en proportion, les premières victimes du blasphème, ensuite les chrétiens et autres. Alors, juste une précision, en fait, personne n'a jamais été condamné à mort pour blasphème, mais à plusieurs reprises, des gens ont été assassinés parce qu'ils n'avaient pas été condamnés, y compris à la sortie du tribunal. Je m'arrête sur ce ton positif.